Après l'Odyssée, je me suis vraiment replongé dans la filmographie de Christopher Nolan. Je voulais redécouvrir certaines œuvres que j'avais pas vues depuis un moment et j'ai envie de vous proposer un classement de ces films. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on va parler de nouveau de la carrière de Nolan. Comme vous le savez, j'ai récemment revu le film Tenet. J'en ai fait une critique sur ma chaîne cette semaine et j'avais l'ambition et l'envie de revoir un peu de ces films. Des films que j'ai pas vus depuis un moment, que j'ai pas vus suffisamment de fois parce que Nolan, quand même, je l'ai poncé. Surtout comme beaucoup de personnes, quand tu débutes ta cinéphilie dans les années 2010, 2005, 2008, voilà, de Dark Knight, toute cette période-là. Donc j'ai beaucoup poncé Nolan, mais c'est que ces films d'avant et les films un peu mal aimés, d'après moi, je les ai pas vraiment revus beaucoup de fois. Donc j'ai revu Tenet, mon avis a changé sur Tenet. J'ai revu Dunkerque récemment, mon avis a un peu changé sur Dunkerque aussi. Et j'ai revu Memento. On va en parler un peu dans cette vidéo. Et c'est vrai que c'est un gars qui est difficile à classer en fonction de ton mood. Il y a des réals, j'ai un classement assez direct. Je sais ce que j'aime pas. Là, parfois, je revois des films comme Dunkerque. Parfois j'aime pas. C'est un peu compliqué, mais du coup ça reste un classement évidemment subjectif. C'est pas forcément les meilleurs films que je mets en avant ici. C'est ma liste de mes films préférés à moi. C'est le subjectif qui prend le dessus évidemment, mais je vais quand même vous expliquer ce que je considère bien ou pas bien dans ces films. Rapidement, hein, c'est une vidéo que je fais à la cool pour le coup, voilà, ça fait longtemps. Mais j'aimerais juste préciser que Nolan n'a pas fait un mauvais film. Aucun. Même son moins bon, il est quand même ok. Il est quand même regardable, divertissant. En plus, il dure 1h10. Hein. Donc, il a une filmographie où tout est au moins bien. Et ça, c'est rare. Hein. Même Spielberg, il a fait des bouses. Hein. Attention, on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le cadre épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 où le diable s'habille en Prada 2. Sur Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un abonnement avec Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme de drama ou encore Mortal Kombat 2. Et en plus, les serveurs CyberGhost sont optimisés par plateforme de streaming. Il n'y aura aucun problème. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, maintenant, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Tom le Hollande en paix, prenez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité et vous pouvez continuer votre cinéphilie. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. En quelques clics, vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Son pire film entre guillemets, c'est Following, et je dis entre guillemets parce qu'encore une fois, c'est pas un mauvais film. On ressent déjà la patte de Nolan dans la froideur de sa mise en scène, sur le travail sur le temps, sur les corps, sur comment lui, il envisage le cinéma de manière générale, le montage. On retrouve beaucoup du Nolan qu'on a encore aujourd'hui, quoi. C'est pas un film qui est complètement différent de ce qu'il a fait à l'époque. Je l'ai pas vu depuis un moment celui-ci, mais c'est qu'1h10, c'est un bon moment. Pour le coup, c'est pas le plus marquant, mais on voit déjà un peu ses passions, on voit ses thématiques régulières. Il a son truc avec le temps, d'accord, mais même la gestion de ce que vivent les personnages, c'est quoi leur trauma, leurs ambitions, c'est un truc qui revient beaucoup dans ce film-là, et ça, j'aime beaucoup. Et franchement, pour un film comme ça, tu sors en 98, il y a bientôt 30 ans, que tu sors en 1h10 et que les gens aiment bien et qu'il y a une idée un peu cool, j'imagine que les gens qui ont vu le film à l'époque se sont dit que ce mec-là a du potentiel, qu'il a confirmé par la suite en 2000 avec Memento, mais c'est justement ce genre d'histoire que les gens peuvent aimer. Alors oui, c'est loin d'être la claque, le grand spectacle, le choc, en termes de scénario et tout, parce que là, c'était un budget ridicule. C'est un film fait par lui-même, ses proches, quelque chose qu'il a fait vraiment en famille. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment ce truc amateur, mais qui rend bien et qui a des vraies idées formelles. Donc tu voyais déjà le potentiel ici. Est-ce que le film est mémorable? Non. Est-ce que vous allez le remater tous les ans? Non plus. Mais si vous êtes fan de Nolan, il y a des petits trucs ici. Je dis pas que les fans de The Dark Knight qui enchaînent sur Following vont adorer, mais il y a ce petit truc où tu ressens déjà les passions et les habitudes du gars à l'époque. Et ce que j'aime beaucoup avec Nolan, c'est que je trouve que globalement dans sa filmographie, il s'est amélioré. Donc là, tu vois le début, les prémices de son talent, et ensuite de film en film, ou presque, je trouve qu'il est de mieux en mieux sur tous les aspects, en termes de scénario, de mise en scène.
surtout de montage même à certains moments. Et alors il y a des hauts et des bas, hein. Avec l'Odyssée, il y a des trucs que j'aime moins que dans certains films et tout par exemple, mais là tu vois le début et c'est un film assez intéressant à voir quand tu connais Nolan. Je ne vais pas dire aux gens de débuter Nolan avec ce film, mais quand tu connais bien Nolan, ça, en dernier film de sa filmographie, quand vous avez tout vu, c'est sympathique, j'aime bien, donc c'est pour ça que c'est le pire film, mais il n'est pas mauvais. Ensuite, je mets Insomnia. Insomnia, c'est un projet assez particulier pour Nolan, parce que c'est pas vraiment son film, entre guillemets, c'est un film qu'il a fait après le succès de Memento. C'est un film de studio. Là où Memento, c'est un film indépendant, là, c'est un film de studio. C'est la Warner qui est venue le voir, qui lui aura proposé, bon, voilà, on a un remake à faire. C'est un remake d'un film avec Stellan Skarsgård. Est-ce que tu as envie de le faire? Il y aura Al Pacino, Robin Williams et tout. Ça sera dans une zone très froide, thriller un peu à l'ancienne, années 90, début années 2000. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est la manière dont Nolan a décidé de bosser avec un grand studio. Parce que Nolan, il faut savoir, c'est un mec qui est très talentueux dans la production de films. C'est un mec qui a toujours des budgets qui sont respectés, qui finit le tournage avant que ce soit prévu. Genre l'exemple, c'est classique, c'est l'Odyssée, c'était 100 jours de tournage. Ils ont arrêté au 91e. Donc le film a coûté moins cher que prévu. Et c'est un mec qui est vraiment adoré des studios parce qu'il travaille bien. Tout simplement, il travaille bien, il est grand public, il ramène de l'argent. Et Insomnia, c'était une manière pour lui de rentrer vraiment dans le système hollywoodien et de bosser avec une grosse major comme la Warner et de bien s'entendre avec eux pour justement ensuite bosser par la suite sur les prochains projets. Il devait faire 3 juste après. C'est Wolfgang Petersen qui a repris 3. J'en ai fait une critique de 3 pour ceux qui l'ont vu là, la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est grâce à ce film aussi qu'il a fait Batman par la suite. Et Insomnia, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est hyper efficace, il y a des séquences assez mémorables, mine de rien, parce que voilà, c'est l'Alaska, c'est sombre, c'est brumeux, il y a des séquences qui sortent un peu vraiment du tas, mais ça reste assez classique dans le délire thriller, c'est pas un grand film à twist non plus, c'est pas les scènes les plus mémorables tout le long, mis à part ces séquences qui sont certes bien, mais qui sont jamais devenues vraiment cultes, c'est un peu un film oublié, pourtant l'alchimie Al Pacino, Robin Williams, ça marche très très bien, alors Hilary Swank, aucun souvenir d'elle dans le film pour le coup, c'est le genre de personnage que tu oublies, mais c'est ce moment-là aussi, dans la carrière de Robin Williams, c'était intéressant de prendre des rôles comme ça, et tu le ressens en termes d'ambiance, de vibe, tu vois qu'il a vraiment une efficacité dans ce qui se passe, dans la mise en scène d'un environnement, de une enquête, de conflits moraux. Franchement, c'est un bon délire, quoi. C'est un bon délire que je ne conseillerais pas aux gens en leur disant, voilà, ça c'est un thriller à voir, c'est vraiment un must et tout. Non, en termes de thriller, si vous aimez Nolan, ok. Mais si vous n'êtes pas fan de Nolan, c'est pas un film que je recommanderais parce que c'est hyper basique. Efficace, mais basique. Donc c'est pour ça que je le mets à cette place. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que c'est peut-être le seul film de la carrière de Nolan auquel je pense pour la direction artistique et pour l'ambiance avant tout. Parce qu'il met vraiment en place l'Alaska comme un endroit physique intéressant, plus que l'enquête, plus que les problèmes entre les personnages, plus que leurs arcs narratifs. Et c'est l'un des seuls films où ça fait ça. Il y a des films dont j'aime bien l'ambiance, comme on va parler de ça après avec The Prestige, avec Tenet, mais c'est vrai que celui-ci, c'est plutôt l'ambiance qui me fait me rappeler du film plutôt que ce qui se passe dans l'œuvre. Et justement, avant de faire la vidéo, je me suis rematé pas mal de séquences d'Insomnia, j'ai repris le film, j'ai regardé et tout, je me dis, putain, c'est vrai qu'il se passe ça dans le film, c'est vrai qu'il y a des séquences, voilà, un peu choc, un peu fortes et tout, mais on s'en rappelle pas. Par contre, je me rappelle de la vibe, et ça, c'est important et c'est rare pour Nolan, parce qu'il a vraiment travaillé l'ambiance, une ambiance qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans Batman Begins, je trouve, par rapport au froid, par rapport justement à ces grandes étendues, qui est vraiment cool et que j'aime bien. Mais voilà, Insomnia, fan de Nolan, ok. Si vous n'êtes pas fan de Nolan, franchement, c'est un film que vous pouvez zapper. C'est pas non plus un classique ou un truc à voir dans sa vie. Ensuite, je mets The Dark Knight Rises. Encore une fois, moi, The Dark Knight Rises, j'aime bien. Je trouve qu'il y a quand même 1h30 de ce film qui est vraiment bien, qui est propre, qui est efficace, qui joue bien comme une conclusion de trilogie. C'est dès que la révolution commence que ça se casse un peu la gueule. La scène de combat finale, il a du mal avec l'action Nolan, surtout la fin qui est un peu ridicule. Moralement, le film, on peut un peu en parler, c'est très à droite et tout, bon ça on s'en fout, moi honnêtement j'en ai rien à foutre de ça. C'est juste que c'est un film qui, moi, je trouve perd en efficacité. Non pas lorsqu'il arrive en prison, Bruce Wayne, parce que là, moi j'aime bien ces passages-là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas parce que c'est des faciलिtés scénaristiques, ça va un petit peu trop vite, le mec il est perdu, je crois que c'est en Inde ou un truc comme ça, ou l'équivalent, il arrive de nouveau à Gotham. Ces trucs-là, moi je m'en fous un petit peu, c'est surtout le climax, pour moi le film il se casse vraiment la gueule, et il passe d'un film assez intéressant avec un méchant mémorable, qui arrive à briser littéralement Batman, un super Tom Hardy, une Catwoman que je trouve aussi plutôt cool dans la manière dont elle traite Bruce Wayne, et la morale par rapport à cet homme riche, et ce qu'il est devenu et tout, cet homme cassé. Et j'aime bien ce dernier élan héroïque de la part du personnage. Mais pour moi, la fin de Dark Knight, c'est exactement ce que j'aime pas dans les films de super-héros en général et de quoi Nolan a réussi à se détacher avec ses 2 films d'avant. The Dark Knight Rises, c'est la conclusion épique qui perd en intimité, qui perd en efficacité, qui perd en émotion. Mais ça reste un bon film. Mais c'est vrai que pendant 1h30, c'est très bien.
et après c'est de plus en plus compliqué. Pourtant, franchement, il y avait tout pour faire un film incroyable, un film touchant, un film fort, une conclusion magistrale. Quand je suis sorti de la salle, hein, j'ai kiffé, hein. Quand je l'ai revu, j'ai bien aimé aussi. Mais avec le temps, plus tu le revois, plus tu reparles du film, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes. Voilà, les classiques Nolan, hein, c'est vraiment ce qui fait un peu de pire, entre guillemets, en termes de mise en scène, c'est sa fin. Mais bon, ça reste ok. Et voilà, si vous regardez Batman Begins et The Dark Knight, bah vous regardez Rises aussi. C'est pas grave, hein, mais c'est juste que c'est décevant dans la manière dont conclure une trilogie. Mais ça reste un moment très cool, hein. Franchement, il y a des séquences dans ce film. Le début, la première apparition de Batman, moi la prison j'aime beaucoup, le combat avec Bane dans les égouts il est épique, le travail sur la musique, il y a un truc aussi sur l'anarchie et sur la révolution et en même temps sur cette cité qui est devenue un peu autoritaire et tout. Bon, c'est particulier, on peut en débattre, mais en tout cas il y a des trucs qui sont vraiment formellement hyper fortes, c'est juste que ça manquait ce punch final pour conclure de manière absolument grandiose. Ensuite Batman Begins, là j'ai beaucoup hésité parce que Batman Begins, tu vois déjà qu'il a un peu tout pour faire de Dark Knight, c'est-à-dire qu'il se préparait vraiment à sortir un gros film exceptionnel, majestueux et tout. Et tu vois aussi les prémices ici, parce qu'il y a plein d'idées, tu vois qu'il n'est pas allé au bout, tu vois qu'il était un peu renfermé sur le projet avec des demandes de studio ou quoi. Parce que pareil, la fin, même si j'aime bien Liam Neeson, Ra's al Ghul et tout, pareil, en termes d'action, c'est un peu le bordel. Gotham, je trouve qu'il a complètement pas trop géré les visuels, la DA et tout. J'aime bien en soi, mais on ressent pas la DA, mis à part ses plans larges et le train forcément qui passe et tout. Et je trouve que c'est un peu maladroit. Encore une fois, il a du mal avec les scènes d'action et la fin. C'est un peu un problème dans sa filmographie. Mais en tout cas, en tant que prequel à Batman, comment il est devenu Batman, son entraînement du coup avec Ra's al Ghul, l'ambiance, elle est folle, quoi. L'ambiance froide, la morale, le retour à Gotham, comment il devient ce personnage, comment il commence avec des petits crimes et tout. Dommage, le côté horreur est pas assez abouti avec Cillian Murphy hein, qui joue Scarecrow, mais globalement, quel kiff, quoi. Ça, pour le coup, c'est imparfait. Ça tombe trop dans les travers de super-héros avec lesquels il s'est complètement détaché avec The Dark Knight, mais c'est super efficace. C'est un peu comme Insomnia en termes d'ambiance, mais ça va au-delà parce que ça va dans la ville après. Et là, ça crée un truc un peu unique. Tu sens les inspirations hein, pour le coup de Nolan avec Michael Mann, beaucoup qui va énormément reprendre dans The Dark Knight. Mais en tout cas, celui-ci, toujours un kiff. Si on me dit demain, vas-y, on regarde Batman Begins, moi je suis chaud. Si tu me dis Rises, j'aurais un peu la flemme. À partir de là, si quelqu'un vient me dire, viens, on se fait une soirée avec les films en question, à partir de ce moment dans la liste, je serais chaud parce qu'il y a toujours des trucs à se mettre sous la dent et c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que là, j'ai un peu hésité parce que ces films-là, je dirais les 3-4 prochains, j'ai du mal à les classer. Mon top 5, je suis assez content. Je pense qu'il va pas trop changer pour l'instant, sauf s'il y a un nouveau film de Nolan qui sort et qui est vraiment très très bien. Mais là, les 4 prochains, ils sont un peu interchangeables parce que parfois je les aime beaucoup, parfois moins. Mais hier, par exemple, j'ai rematé Memento. Memento, franchement, le concept, il est génial. Le montage, le film qui est à l'envers, la manière dont tu déconstruis un peu tout ce qui se passe, la linéarité qui est complètement brisée. Il fait un truc un peu unique, un peu fort, qui a dû marquer à l'époque parce que justement, c'est une proposition hyper originale. C'est un peu long. Voilà, franchement, les 2 heures, je les ai sentis passer hier. Ça tourne un peu en rond à certains moments. Franchement, il y a des trucs, tu dis, ok, je capte. C'est un peu lourdingue dans la révélation. Il y a trop de retournements, trop de twists peut-être à certains moments. C'est moins efficace que certains de ces films, mais le kiff est là, quoi. Je comprends les gens qui disent que c'est son meilleur film ou top 3 ou quoi, parce que franchement, c'est efficace. Mais j'ai juste trouvé que c'était un peu, too much à certains moments. L'humour est bien dosé, pour le coup, c'est un de ses films les plus drôles. En rematant hier, je me suis rendu compte à quel point le film était marrant. Mais surtout qu'en termes d'acting, il n'y a rien qui est vraiment exceptionnel. Même si j'aime bien Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et tous les autres, évidemment. C'est surtout, au fait, ce qui marche bien, c'est le scénario et le montage, quoi. La mise en scène, il n'y a rien de spectaculaire. C'est vraiment la manière dont il gère l'écriture et le montage qui va vraiment faire de ce film un film mémorable. Et oui, là, je comprends que c'est un film que je peux conseiller aux gens qui n'ont jamais vu de Nolan, aux gens qui adorent Nolan aussi. C'est une belle porte d'entrée et en même temps, c'est un film à l'époque d'auteur hyper intéressant, indépendant, qui proposait des choses assez uniques. Donc juste pour ça, franchement, Memento, ça reste un kiff. Mais c'est vrai que je me rappelle pas des personnages. Je me rappelle vraiment du concept plus qu'autre chose. Mais le concept, il y va droit au but. Il lâche jamais le concept. C'est vraiment tout le cœur du film. C'est moins émouvant, moins fort que certains autres films, mais franchement, ça reste un kiff et c'est vraiment une proposition cinématographique que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup hésité aussi, mais j'ai mis Dunkerque. Dunkerque, je l'ai revu pareil la semaine dernière et j'aime bien Dunkerque. Première fois que je l'ai vu en salle, je m'étais fait chier. Genre, formellement, c'est bien, mais je m'étais fait chier. Je l'avais revu à la maison, je me suis dit, là, c'est trop bien formellement, il y a plein d'idées, je comprends. Là, je l'ai revu, je me suis refait chier, mais je comprends. En fait, je comprends pourquoi moi ça m'embête cette fois-ci, pourquoi je m'étais fait chier la première fois. Ça manque un peu de punch. C'est vrai que c'est un film qui est quand même hyper classique, et quand tu revois la filmographie de Nolan, c'est un peu un ovni, parce qu'il explique quasiment rien. La temporalité, c'est le bordel, mais ça sert vraiment le film.
C'est un film qui est clairement que du show don't tell, alors que Nolan, il fait beaucoup de tell don't show. C'est un film un peu anomalie dans sa filmographie. C'est peut-être ça qui m'a étonné là en le revoyant et qui m'a peut-être un peu ennuyé. C'est qu'avec Nolan, on est habitué à un montage très effréné, on est habitué à ces histoires qui sont hyper bavardes, qui enchaînent. Et je comprends pourquoi les gens adorent ce film. Parce que justement, c'est à l'opposé de ce que fait Nolan d'habitude. Tout en ayant sa marque de fabrique, tout en ayant voilà, le travail sur le temps, sur les personnages un petit peu, sur l'émotion, sur les thématiques sérieuses et tout. Là, c'est un film de la maturité pour lui. Je pense qu'il y a un avant-après Dunkerque. Dans sa filmo, pour moi, c'est évident. Il a décidé, après Interstellar, de prendre un tournant bien plus mature dans tout ce qu'il fait. Et on le ressent dans Dunkerque. La fin, je la trouve hyper touchante, trop belle et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu me dis, ok, est-ce qu'on se remate Dunkerque ou Tenet ? Là, je suis plus chaud pour un Tenet. Donc, c'est vraiment un film, je pense que dans la filmographie de Nolan, il va beaucoup varier. Peut-être je vais le mettre au-dessus de Prestige par la suite. Peut-être je vais le mettre en dessous de Memento. En fait, c'est ce film-là, je vous dis, les Memento, Dunkerque, Tenet de Prestige, donc c'est les 4 là que je vais citer. Je trouve que c'est des films qui vont beaucoup bouger dans ma filmographie de Nolan parce que c'est des films qui sont hyper fun à voir. Celui-ci un peu moins fun entre guillemets mais plus fort en termes de réalisation et de ce qu'il raconte avec franchement c'est 1h40 hein, ça va super vite, c'est le Blu-ray est magnifique en plus, quasiment tout est en IMAX, c'est impressionnant. Sur ça, rien à dire, c'est juste que c'est peut-être moins délirant à regarder et c'est qu'en le revoyant je fais ok ça c'est très bien mais c'est pas non plus très bien au point de me dire ok c'est très bien comme un grand film de guerre. C'est efficace à la Nolan et c'est que je me demande si le style Nolan il marche avec ce genre de film parce que son style à lui il marche bien quand les gens sont un peu bavards. C'est ça le truc. C'est ça que j'ai remarqué beaucoup avec Nolan et en revoyant l'Odyssée, en Oppenheimer il y a quelques années. Quand il est bavard, il est assez bon. Quand il est moins bavard, il est assez classique et du coup ça enlève un peu ce côté magique. Mais bon, Dunkerque, je vous jure, hein, peut-être dans 2 ans il sera top 3 chez moi, j'en sais rien. Peut-être il sera top 7, top 8, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un film, en le revoyant, à chaque fois mon avis il change dessus. Mais formellement, il est hyper intéressant. Mais c'est qu'il colle pas trop au style de Nolan qu'on connaît d'habitude, et c'est peut-être ça aussi qui m'étonne beaucoup, parce que voilà, je l'ai revu après les films d'avant aussi, donc il me fait un petit truc un peu bizarre, mais oui, en tout cas, c'est un film aussi très efficace, très bien pensé, vraiment impressionnant. Il y a un truc un peu d'échelle qui est plus réduit que dans mes souvenirs, peut-être parce que je me suis retapé Laurence d'Arabie il y a 1 an déjà, des grands films épiques, Dr. Givago et tout, où là il y a 7 pélos quoi, il y a genre 200 figurants, t'as l'impression, c'est très intime et c'est assez petit mais c'est pas assez intime émotionnellement vu que c'est un peu des no-name qu'on suit et tout, et c'est le but du film, hein, c'est de parler du Royaume-Uni. Bon bref, Dunkerque mon avis peut changer dessus, mais là aujourd'hui je le mets à cette place parce que j'ai bien aimé le revoir. Je me suis peut-être un peu ennuyé devant, mais il y a des trucs que j'aime bien en tant que voilà, cinéphile de manière générale, quoi. Ensuite, je me permets de mettre Tenet. Alors Tenet, c'est un peu l'anomalie, encore une fois, parce que je l'ai vraiment revu à la hausse. Et c'est vrai que si on me dit, est-ce que tu préfères revoir Dunkerque ou Tenet ? Aujourd'hui, je vous dis Tenet. Parce que Tenet, j'ai tellement pris un kiff à revoir ce film en me disant, je pense pas à l'histoire d'entropie, de voyage dans le temps. Je m'en fous, je me fais kiffer avec la vibe, avec l'expérience cinéma, la mise en scène, tout ça. Et ça, j'ai grave kiffé. Maintenant, les personnages, c'est un peu de la merde. Le rythme, pareil, il est un petit peu long. Mais en termes de mise en scène, de sujets qu'il aborde, je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant dans sa filmographie. Et c'est un film qui me plaît beaucoup personnellement. Donc Tenet, je l'ai vraiment revu à la hausse. Je vais pas en reparler ici parce que j'ai sorti une critique cette semaine sur le film. Donc il y a 30 minutes de moi qui parle du film là cette semaine. Mais en tout cas, c'était un peu une surprise de le revoir un peu à la hausse comme ça. Surtout quand t'as fait Dunkerque et Memento juste à côté. Tu te dis, bah, en fait, Tenet, il y a des vrais trucs qui sont assez poignants, qui sont avec des idées de mise en scène assez fortes et un concept où il reprend le truc d'espionnage, il en fait un truc nouveau, original et unique. Dommage que les personnages puent un peu la merde, quoi. C'est le problème. Dommage qu'ils soient un peu mal écrits, qu'ils soient inintéressants parce que le concept est fou, marche bien, et quand t'écoutes Nolan qui te dit ne fais pas attention au scénario, juste ressens le film, bah il a raison, le film est bien meilleur et j'adore ce parti pris que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai envie de passer sur The Prestige. En fait, le Prestige, c'est un film pareil qui est hyper bavard comme Nolan le fait bien, hyper explicatif et tout. Mais moi, c'est le rythme du film que j'adore, quoi. Je trouve que la manière dont c'est l'un des films de Nolan que tu peux le plus revoir, non pas parce qu'il y a un twist ou quoi, c'est juste qu'en termes de rythme, c'est un enchaînement. En fait, c'est son nouveau type de montage en mode bande-annonce. En fait, c'est que des scènes, c'est des bandes-annonces. Ça envoie, c'est que du montage. Et moi, j'adore ce style de Nolan. Je trouve que ça va très très bien avec son esthétique très froide, ses acteurs qui s'amusent, les révélations, les chocs et tout. C'est genre le kiff un peu parfait de la filmo de Nolan dans le délire. Vas-y, je m'amuse avec les concepts, avec le surnaturel, avec la magie. C'est un travail sur la mise en scène. C'est lui qui explique comment on fait de la magie, comment on fait du cinéma, tout simplement. C'est un film sur le cinéma, en réalité. J'adore la rivalité Christian Bale, Hugh Jackman. J'aurais aimé revoir Hugh Jackman chez Nolan. Pour le coup, c'est un gars
qui pourrait avoir une sacrée carrière avec Nolan. Tu vois, genre, j'aurais pu le voir en Ulysse, par exemple, Hugh Jackman. C'est un exemple, hein, mais j'aurais pu le voir comme ça, quoi. Donc j'aimerais bien que Hugh Jackman et Nolan y refassent un truc, parce qu'il y a vraiment une énergie que j'aime énormément avec les deux. Bref, c'est un film, pour moi, c'est le rythme, c'est l'efficacité, mais c'est surtout l'ambiance. L'ambiance, franchement, qu'il a instaurée dans cette époque, dans ce monde, putain, c'est rare. Alors la magie, c'est bonus, mais c'est le concept du film, hein, je suis bien conscient, mais c'est surtout l'endroit, le lieu, la musique aussi. Franchement, il y a un truc qui fait que c'est un film mémorable, et le twist, moi je le kiffe, il est marrant et tout, c'est très très drôle, il est émouvant aussi, il y a un truc fraternel, en plus c'est un film qui parle de frères, Nolan et les deux Nolan, hein, Jonathan et Christopher, ils ont beaucoup bossé ensemble, c'est un film qui parle d'eux aussi, donc c'est un film que je trouve à la fois intime, émouvant et vraiment bien foutu, et Prestige, franchement c'est toujours un méga kiff de le revoir. C'est l'un de ces films, encore une fois, vous me dites on regarde un Nolan, Prestige, je suis méga chaud parce qu'il va passer comme ça, quoi. C'est hyper divertissant, c'est beau, putain, le rôle quand même à la fin de David Bowie, il est génial. Bref, Prestige pour moi c'est un énorme kiff. Ensuite, faut parler évidemment d'Inception. Inception, pour moi, le gros problème du film, ça aurait pu être un chef-d'œuvre s'il fermait un peu sa bouche, quoi. Non pas en mode j'aime pas les films bavards de Nolan, hein. Je vous ai dit que j'adore ça, que je trouve qu'il est vraiment hyper efficace quand il fait du bavard. Mais juste là, il rajoute des concepts jusqu'à la fin. En fait, il n'arrive pas à épouser son concept dès le début. Alors, tout le monde le compare à Paprika, évidemment. Mais en fait, Paprika, au moins, le concept, tu le comprends, genre les 15-20 premières minutes. Ensuite, il passe en délire dans le concept. Inception, il t'explique le concept tout le long. Tout le long, ça rajoute des trucs, ça explique des trucs. C'est interminable, quoi. C'est ça qui m'énerve dans Inception, parce que c'est un super film d'action, pour le coup. Il s'amuse complètement avec tous les décors, avec l'ambiance très froide, encore une fois, les personnages, leurs arcs, c'est touchant, il y a des idées de mise en scène géniales parce qu'il épouse les effets spéciaux pratiques et numériques à fond. Inception, c'est hyper efficace, c'est encore une fois un énorme kiff, hein. Pour moi, je trouve que c'est excellent. Mais juste pour moi, Inception, il a ça, genre, de faire son James Bond surnaturel, complètement fou, mais il en parle tellement de son concept, il abuse tellement sur l'explication du truc, que pour moi, ça enlève un peu du charme au film. Et toute la fin, elle est un peu longue aussi avec les personnages. Je trouve que c'est un film qui aurait pu être un peu réduit. Mais c'est du chipotage, parce qu'en fait, c'est génial, Inception. C'est un film, tu le regardes, c'est un énorme kiff, quoi. Parce qu'il arrive à gérer un rythme assez fou, sauf encore une fois à la fin où j'ai du mal. La fin avec les Nolan, j'ai du mal. Je trouve qu'il n'arrive pas à gérer ses fins comme il faut. Mais tous ses films, sauf pour le coup l'Odyssée, enfin quoique même l'Odyssée, la fin, mais son film où il arrive à gérer sa fin, c'est Oppenheimer. Sinon, le reste, les fins de Nolan, il a vraiment du mal à finir ses films. Prestige aussi, la fin est bien, Dunkerque aussi, mais parmi mes films préférés de Nolan, il a du mal avec la fin. Inception, c'est ça. La fin, il a du mal. Le côté twist et tout de la fin, moi, j'en ai rien à foutre de ça. C'est vraiment la vibe, la mise en scène et tout. Les séquences, pour le coup, tout le film est mémorable. Tout le monde se rappelle de quasiment tout d'Inception parce qu'il y a des concepts tellement forts. Le pari qui se retourne, les miroirs, la fin dans la neige, la voiture, le travail sur le temps, littéralement, le couloir qui se retourne. En fait, c'est un film hyper mémorable qui a un énorme truc à revoir en salle. Moi, j'aimerais bien le revoir en salle un jour, un de ces quatre. Je l'ai jamais vu en salle, sauf la sortie, mais depuis, enfin, c'était à 16 ans, les gars, quand même, quoi. J'étais hyper jeune, mais j'avais kiffé. Et là, c'est juste que, voilà, il en fait trop, mais sinon, franchement, c'est trop bien. Inception, je ne peux que le recommander à plein de personnes. Mais vous l'avez évidemment tous déjà vu, parce que c'est trop bien, et c'est genre peut-être la meilleure porte d'entrée dans le cinéma de Nolan. C'est vrai que si on pose la question, c'est quel film que tu conseilles à un gars qui veut découvrir Nolan, il y a moyen que je dise ou Le Prestige, ou Inception. Mais Inception, ils l'ont déjà vu en général, les gens. Prestige, un peu moins, mais Inception, c'est méga connu, quoi. Mais ouais, ça tue, et ils ont raison. Et pour le prochain, je sais que c'est devenu un peu un gag. Les gens viennent me le dire dans la rue tous les jours, et plusieurs fois par jour. Mais c'est évidemment Interstellar que je mets en 4ème place. Alors le truc, c'est que Interstellar, moi j'ai toujours dit que c'était un super film, mais top 1 du top de tout le monde, particulier, surtout des hommes, parce que Nolan, ça reste quand même un cinéaste assez masculin. C'est pas une mauvaise chose, mais ça reste un cinéaste assez masculin. Il est toujours critiqué pour avoir des personnages féminins assez mauvais, de manière générale, et c'est vrai, hein, c'est pas des personnages intéressants. Et Interstellar, c'est quand même un film que j'aime beaucoup, dans la proposition esthétique en soi, l'immersion, le sensationnel du film. Si on réfléchit au film, si on se pose des questions, c'est un peu comme Tenet. Plus tu réfléchis au film, plus tu te rends compte qu'il est vide philosophiquement, et je dirais même que Tenet est plus intéressant dans sa philosophie, ses thématiques qu'Interstellar. Interstellar, c'est la colonisation, c'est l'amour, c'est l'espace, la quête de l'infini. Ces trucs-là qui sont mignons, qui sont sympas. Il y a d'autres thématiques sur la fin du monde qui reviennent aussi dans la filmographie de Nolan par la suite. Mais là, c'est vraiment l'homme qui peut sauver l'univers à lui tout seul. Chose qui a un peu évolué, qui a changé dans la tête de Nolan par la suite, avec surtout Tenet, qui est la fin du monde. Oppenheimer, l'Odyssée, c'est aussi la fin du monde dans la tête de Nolan, et c'est ses protagonistes qui sont les coupables de la fin du monde. En tout cas, bref, j'aime beaucoup Interstellar pour l'expérience sonore, pour l'expérience musicale, pour l'expérience tout simplement de mise en scène, d'effets spéciaux, bref, pour l'ambiance elle-même de l'œuvre,
plus que du film en soi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ces grandes séquences épiques de SF, généreuses. Pour moi, le film se casse un peu la gueule avec l'arrivée de Matt Damon et la fin que je trouve ok, mais moins spectaculaire. Et je trouve que le film est bien quand on réfléchit pas au film. Quand on se laisse emporter par l'image et l'immersion, là, le film est incroyable. Je trouve qu'il gagne vraiment de sa force. C'est pour ça que je le mets assez haut dans le classement, parce que je trouve que thématiquement et dans ses personnages et dans son sujet et dans tout ce qu'on peut avoir dans le terme de la SF, quoi, c'est assez simple. C'est du déjà vu, rien d'extraordinaire, c'est pas toujours très émouvant. Je sais que les gens ils chialent toujours sur la scène en question, mais bon, elle est ok. Mais c'est surtout le film, quoi. C'est surtout la manière dont il a été composé, la manière dont il a été fait, la manière dont il a été construit, que ce soit au montage, que ce soit dans la mise en scène, dans la générosité de l'œuvre, le mélange de cette musique avec ses plans sur les vaisseaux, son truc. Il a fait son 2001, quoi, Nolan. Beaucoup moins bien que 2001, on est d'accord, mais en tout cas, il y a une proposition artistique de mise en scène, moi, qui me fait kiffer dans Interstellar, qui te prend au trip, et c'est purement sensationnel. Et c'est ça que j'aime bien chez Nolan, c'est que parfois il est sensationnel. Si tu réfléchis à ce qu'il fait, bah, en fait, c'est un peu creux, mais c'est pas grave. Parce que c'est ça qui est cool aussi, c'est de balancer des Interstellar, des Prestige, des Inception, des Tenet de temps en temps, et te faire kiffer. Donc Interstellar, top 1 des gens, je trouve que ça reste extrêmement abusé. C'est top 1 Letterboxd, hein, pour vous dire. Je trouve que c'est abusé. Mais je comprends, parce qu'en fait, c'est hyper divertissant, ça met une claque. Alors moi, je vous dis une anecdote, vous allez me prendre pour un fils de pute, mais en gros, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qui voient mon système son, ma télé, bah en fait, j'ai une télé, c'est du 77 pouces, c'est une 4K OLED incroyable, j'ai un système son avec 4 enceintes, ça coûte 3000 balles, j'ai un système son de bâtard. Le film que je mets toujours aux gens, c'est Interstellar. Pourquoi? Parce que c'est un film qu'ils connaissent, donc ils peuvent comparer avec une expérience qu'ils ont déjà vécue, et les Blu-ray de Nolan, ils sont incroyables. Nolan, quand il fait des Blu-ray, bah, il est vraiment au sommet. Et là, Interstellar, sur un système son, sur la télé, bah, c'est l'une des meilleures expériences possibles, quoi. C'est l'un des meilleurs Blu-ray au monde. C'est une claque atomique Interstellar à la maison. Ça crée un truc vraiment hors du commun, quoi. Donc, c'est le film que je montre toujours aux gens qui viennent chez moi découvrir un peu la télé. En fait, tu sais, ils sont curieux, donc je leur montre ça sur Blu-ray. Parce que c'est un truc qui marche bien sur ça, sur la sensation. Et parfois, les films, c'est la sensation, et c'est très bien aussi. Voilà. Donc, je le mets 4ème, parce que je trouve que ça reste un super film que je kiffe voir, revoir. Faudrait que je me le tape un jour en 70 mm IMAX. Je crois qu'ils vont faire des séances là à Bruxelles et dans le sud. Donc je pense que je vais y retourner. Après, je vais me faire clasher pendant pendant toute ma vie, au fait. Les gens qui vont capter à la séance Kinépolis d'Interstellar, je vais me faire déchirer sur les réseaux toute ma vie. Mais bon, parce que les gens, ils ont pas capté mon propos. C'est abusé, c'est surcoté. Je suis d'accord à 100% que c'est surcoté. Ça y a aucun doute. Mais ça reste vraiment bien. Et si un jour j'ai l'expérience de le voir en 70 mm, bah j'irai. Franchement, parce que c'est le genre de film qui se base beaucoup sur le feeling. Contrairement beaucoup à l'Odyssée. L'Odyssée, qui arrive en 3ème position, c'est un film auquel j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, que ce soit sur le format court, format long. J'en ai beaucoup parlé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année, ça c'est clair et net, mais c'est l'un des meilleurs films de Nolan aussi, parce qu'il a atteint une sorte de maturité, je trouve, dans les sujets qu'il aborde. Des sujets sérieux, touchants, sur, encore une fois, la fin du monde, le regret. Il a refait une suite à Oppenheimer, d'une certaine manière, et l'angle choisi d'avoir pris genre Ulysse, le héros de la mythologie grecque, et d'en avoir fait un mec qui regrette, vétéran de guerre, et qui a causé la fin de l'humanité, c'est génial. Enfin, la fin de l'humanité. Il a terminé le monde d'avant pour en créer un nouveau. J'adore ce parti pris. J'adore politiquement ce que ce film raconte, comment il le raconte. J'adore comment Nolan, il a créé un énorme péplum épique et grandiose, comme on n'en fait plus, tout simplement. Moi, je vous ai dit, hein, il n'y a pas eu un film comme ça à Hollywood depuis Titanic. Vraiment, allez, on peut parler des Kingdom of Heaven et tout, comme je l'ai beaucoup dit hein, dans mes vidéos, mais en termes d'envergure, d'échelle, de spectacle, ça, c'est un truc unique. Et je sais que ma séance à IMAX 70 mm, je vais jamais l'oublier, quoi. C'était la meilleure séance cinéma de ma vie. C'est clair et net, ça met une claque atomique à tout ce que vous avez vu avant en termes de sensations. Mais même dans le propos, je trouve que le film est génial, l'acting, le rythme, il y a peut-être des problèmes au début. Je trouve que la scène de combat finale, elle est un peu nulle et mal faite. Il a du mal, c'est dommage parce qu'avec Tenet, il était meilleur en termes d'action. Et ensuite, là, il nous sort une fin un peu nulle dans l'Odyssée, c'est dommage. Donc parfois, il s'améliore, parfois... Genre, il a gagné en maturité, je trouve, en termes d'auteur, en termes de comment il pose la caméra, comment il raconte ses histoires, ce qui permet de montrer de manière générale et ses sujets. Mais parfois, bah, il retombe dans des travers à la con qu'il avait dans Batman Begins, et qu'il avait dans d'autres films de manière générale, où genre tu comprends pas grand-chose en termes d'action. Mais ça reste quand même un film qui est tellement généreux, qui met tellement une claque, qui est tellement touchant. Pour moi, c'est le film le plus touchant de Nolan. C'est l'une des meilleures BO de sa carrière. Moi, je maintiens, hein, la BO de l'Odyssée, franchement, je l'écoute depuis... ça va être mon top 1 Spotify à ce rythme. Hein, mais elle est spectaculaire, quoi. Moi, je trouve que le parti pris d'avoir pris cette musique, la manière dont il a joué avec les figures de l'époque, je sais que ça gueule sur la mythologie et tout. Bon, peu importe. Je trouve qu'il a proposé un truc qui est fort, qui est beau, qui est marquant et que les gens vont tout simplement adorer pour toujours. Ce sera le plus grand succès de sa carrière et c'est mérité parce que c'est une proposition qui fait vraiment du bien dans sa filmographie.
Je pensais qu'il aurait pu déraper, hein, faire un truc moins intéressant, mais il a créé un truc vraiment très très fort. Et j'ai hâte de voir la suite parce que là, il a atteint un âge avec une technicité qui, certes, parfois est à rediscuter, mais qui crée quelque chose, franchement, qui donne envie de suivre ce mec pendant très très longtemps. Parce que là, il s'est trouvé, je pense, en tant que cinéaste. Je pense qu'il s'est vraiment dit, ok, maintenant je veux faire ça, je vais raconter des histoires, il y a un transfert de génération. Moi, je vais pas vous retunnel sur l'Odyssée pendant des heures. Il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne YouTube et sur les formats courts que j'ai partagé ici sur ce film. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'Odyssée et pour moi, c'est le 3e meilleur film de sa carrière. Ensuite, The Dark Knight. The Dark Knight, ça reste encore à ce jour le meilleur film de super-héros de tous les temps. C'est le film qui a changé Hollywood pendant 20 ans ou presque. La sortie de Dark Knight, ça a flingué Hollywood. Mais quand je dis ça a flingué, c'est que tous les films d'après, ils voulaient ressembler à The Dark Knight. Tous les films après, c'était du Nolan. Il a tué Hollywood, quoi. C'est ce film-là, c'est Oppenheimer d'Hollywood. Je sais que c'est la blague que les gens font sur les réseaux, mais ce film a buté Hollywood, quoi. Tout le monde voulait faire du Nolan après. Succès planétaire, mais juste le parti pris hyper réaliste. Il a marché du tonnerre avec The Dark Knight. Faire un film de braquage à la Hit, génial comme idée. Bon, Heath Ledger, évidemment, l'une des meilleures perfs de l'histoire du cinéma. C'est tellement généreux comme film aussi. Encore une fois, la séquence de fin, bordélique en termes de montage, de mise en scène et tout, mais la morale du truc, oui, encore un film de droite. Je m'en fous encore une fois. Hein. Tu sais, franchement, ça me dérange pas. Hein. C'est pas un problème. C'est tellement chouette. C'est tellement impressionnant. C'est l'un des films qui passe le mieux de l'histoire du cinéma. Genre, tu le lances, le rythme, il est parfait, quoi. C'est un truc, il n'y a pas un bout de gras, j'ai l'impression. J'ai pas vu depuis un moment, mais il n'y a pas un bout de gras. Les 2 heures et quelques, elles passent comme ça. C'est tellement bien rythmé, c'est tellement bien joué, c'est tellement engageant. Moi, je me rappelle la séance en salle. Oh là là, j'avais 10 ans. Hein. Il y a un avant-après. Je vous jure, ça, c'est un truc. Il a changé le game pour toujours, c'est clair et net. Il a fait une œuvre, mais quasiment inégalable en réalité ici dans le genre du super-héros. Mais même en tant que film de blockbuster, c'est exceptionnel, quoi. Ce qu'il a proposé là. En fait, t'as même pas l'impression que c'est un blockbuster, t'as l'impression que c'est un film d'auteur, tellement il est intime et à la fois il est grandiose. C'est un truc de fou. C'est le mélange parfait entre un auteur et un blockbuster. Et Nolan, il a trouvé sa patte aussi dans cet équilibre-là après ce film. Pas parfait hein, dans ce qu'il raconte et tout. Il a vraiment gagné en maturité récemment. Mais avec ce film-là, tu fais ok, c'est le mec grand spectacle numéro 1 au monde. Au monde, en tout cas à Hollywood, hein, si vous préférez. Mais il a un impact mondial. Et ce succès-là, il était 100% mérité. On a vu qu'il y a eu des hauts et des bas après The Dark Knight, mais là, il a chopé de l'or, quoi. Il y a un truc, tu sais, comme ils disent les anglophones, lightning in a bottle. Tu vois, c'est un truc, c'est inespéré, quoi. Un film comme ça, il n'y en a pas tout le temps. Donc c'est fou ce qu'il a réussi à faire pour le genre, pour le cinéma. Tout marche, quoi. Ou presque, mais quasiment tout marche, quoi. On est sur un truc, c'est solide, mais de A à Z, quoi. C'est vraiment une œuvre majeure. Et ouais, c'est génial. The Dark Knight, franchement... C'est un grand film, j'adore, je pourrais le remater en boucle constamment, rien à dire, c'est un grand film. Mais mon préféré, bah, ça reste Oppenheimer. Oppenheimer, c'est le mélange parfait entre son montage et son rythme à la Dark Knight. Oppenheimer, je pense que à chaque fois que je vois des scènes, j'ai envie de remater le film en entier. Il y a beaucoup de scènes qui passaient sur Twitter, le dialogue, il est tellement clean, parfait. Et c'est un film qui est surexplicatif, mais même là tu comprends rien, mais dans le bon sens du terme. Il y a tellement d'informations, de données... Le montage par rapport à ces différentes temporalités et tout, qui arrive à une fin qui est tellement belle. Tu vois, le destructeur du monde, c'est tellement beau comme message et fort à la fois et triste. Il a tout combiné comme il faut. Mais moi, c'est le côté super héroïque et montage en bande-annonce, pour moi, qui est parfait, quoi. Le truc, il est tellement bien foutu. C'est un bordel, la musique incroyable, les images, les idées de mise en scène qu'il a. C'est un mec qui a pas trop d'idées formelles de mise en scène. Et pour une fois, il se laisse tenter par des visuels. Moi, je pense toujours à la pluie que regarde Oppenheimer. Je pense justement à ces missiles qui sortent des nuages. Il y a plein de séquences comme ça, avec ces inserts qu'il arrive à mettre, qui créent un truc assez fort. Et en même temps, ça donne une vibe, un héros déchu qui marche trop bien. C'est un film de super-héros presque, hein, Oppenheimer. Mais c'est que des dialogues dans des petites pièces. Et c'est trop bien là comment il a réussi à gérer justement ces dialogues. Les acteurs, franchement, à chaque fois, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est mérité. L'Oscar du meilleur film... L'Oscar meilleur acteur et tout pour les deux, mérité de fou. Tout était tellement bien ficelé, ça se regarde tellement bien. Première fois, t'es un peu sonné par le film. Deuxième fois, tu reprends tout et je l'ai pas revu une troisième fois, mais faudrait. Parce que chaque fois, je vois des scènes, je vous jure, j'ai envie de remettre le fichier Blu-ray. J'ai envie de le remettre et tout, de me retaper les 3 heures de film parce que je sais que ça va passer comme ça, quoi. Parce que c'est le genre de film qui est tellement bien ficelé, avec tout qui est tellement bien connecté. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre, quoi. C'est le film ultime. Et en plus, il divise. C'est là que tu sais que c'est bien. Ça divise un peu. C'est là que tu sais que les gens, ils sont pas à fond dessus parce que ça divise un petit peu. Mais franchement, pour moi, Cillian Murphy, rôle de malade. Il disparaît dedans.
il est méconnaissable, je trouve. Mais tout le monde, il y a un truc ici qui est, pareil, tellement fort dans le message qu'il veut transmettre, mais le côté technique, pour moi, il était parfait ou presque, quoi. Donc pour moi, c'est son grand film. Pareil, je vais pas vous retuner sur le film, j'en ai parlé plein de fois auparavant, mais c'est vraiment l'équilibre parfait de ce qu'il fait de mieux, avec sa nouvelle maturité acquise. Et en vrai, tous les Oscars, ils étaient mérités, parce que c'est un film sur déjà, le macartisme, c'est hyper intéressant. La bombe nucléaire, c'était un truc limite en plus, quoi. La tension, la scène et tout, enfin, c'est un crescendo émotionnel. Le noir et blanc, il est exceptionnel. Il a eu de l'or, là. Franchement, encore une fois, il a tapé un truc. Tu as The Dark Knight, Oppenheimer, c'est ces deux grands chefs-d'œuvre. Derrière l'Odyssée, Interstellar, Inception, Prestige, Tenet, tout ça. Bref, c'est mon film préféré de Nolan. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière, hein, parce qu'on pense que je suis un hater de Nolan, je sais pas quoi. Oui, il est un peu surcoté à certains moments. Surtout par rapport à Interstellar. Il est peut-être un peu sous-coté sur les Tenet, sur les Dunkerque à certains moments. Oppenheimer, je pense qu'il est bien coté. J'ai l'impression que les gens l'aiment bien sans plus. Et The Dark Knight, il est bien coté aussi, parce que voilà, c'est The Dark Knight, c'est un sacré film. Mais voilà, c'était mon classement des films de Christopher Nolan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand on épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.